Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Oliver Twist, qui est un roman de Charles Dickens. Il a tout d'abord paru en feuilleton entre février 1837 et avril 1839. Jusqu'à ses 9 ans, Oliver Twist a vécu dans un établissement pour orphelins dirigé par Madame Mann. Pour ses 9 ans, on le met dans un asile d'indigents dans lequel M. Bumble travaille. Les enfants de cet asile ont faim. Un jour, Oliver Twist demande une portion supplémentaire, ce qui le conduit au cachot. L'asile veut s'en débarrasser en le mettant comme apprenti chez un ramoneur. Ce ramoneur s'appelle Gomfield. Au moment de passer devant le juge, Oliver Twist dit au juge qu'il préfère encore le cachot à cet homme. Le contrat d'apprentissage est rompu. Monsieur Sowerberry, un entrepreneur des pompes funèbres, prend Oliver Twist en apprentissage. Un autre garçon y travaille aussi, il s'appelle Noé Clayport. C'est un enfant de la charité qui s'en prend à Oliver Twist. Un jour, Oliver Twist se rebelle contre Noé, car ce dernier a mal parlé de sa mère. Par punition, Oliver est roué de coups et enfermé. Oliver Twist parvient à s'échapper. Il décide de se diriger vers Londres. Sur le chemin, il rencontre Jack Dawkins, surnommé le Finot, qui le mène à Londres, où Fagin lui trouverait un travail. Les garçons qu'emploie Fagin sont des pickpockets. Ils initient Oliver Twist au vol. De sortie avec les autres garçons, Oliver Twist se fait attraper alors qu'il n'a rien fait. Il est emmené par un policier. Oliver Twist se retrouve au commissariat avec M. Brownlow, qui est le volé. Un libraire vient dire la vérité au commissariat, ce qui fait libérer Oliver Twist. Malade, Oliver est soigné chez M. Brownlow, où Madame Bedwin s'occupe de lui. Les deux habitants de la maison et Oliver remarquent une ressemblance entre une femme d'un tableau et Oliver. Fagin décide d'envoyer Nancy à la recherche d'Olivier, qu'elle appellera frère. Puisqu'Oliver Twist a été arrêté, Fagin et ses complices pensent qu'Oliver peut donner des informations sur eux à la police. Un policier donne à Nancy le nom de la ville où Oliver Twist réside. M. Brownlow envoie Oliver Twist chez le libraire pour apporter des livres et il lui donne de l'argent pour payer un livre. Oliver Twist rencontre en chemin Nancy et Bill Sick. Oliver Twist est ramené chez Fagin et Nancy décide de le prendre sous sa protection. M. Bumble, un membre du personnel de l'asile d'indigents, se rend à Londres. Il y voit un avis de recherche lancé par M. Brownlow. Il décide d'aller voir ce monsieur. Contre de l'argent, il donne des informations sur Oliver Twist et leur précise qu'Oliver Twist n'est qu'un voyou. Bill Sick se sert d'Olivier pour cambrioler une maison à Chertsey. Oliver Twist est censé passer par une fenêtre étroite pour ensuite ouvrir la porte à ses deux complices, c'est-à-dire Bill et Toby Crackit. Le manège est découvert, les trois hommes se font tirer dessus et Oliver Twist est blessé. À l'asile des indigents, Madame Cornet se fait appeler au chevet de la vieille Sally. Cette dernière lui confie qu'une femme est venue à l'asile d'indigents et qu'elle est morte après avoir accouché. Son enfant serait Oliver, et Sally aurait volé quelque chose en or à sa mère. Avant d'avoir su de quel objet il s'agit, Sally meurt. Un homme ayant participé au cambriolage vient annoncer à Fagin qu'ils ont laissé Oliver dans un fossé, blessé. Ils ne savent pas s'il est mort ou non. Fagin s'inquiète car il a peur qu'Olivier les dénonce. De son côté, Oliver Twist arrive à se traîner jusqu'à la maison de Gill, la maison qui a été cambriolée. Un médecin vient voir Oliver Twist ainsi que Madame Melly et sa nièce Rose. Il décide de s'occuper de cet enfant. Le docteur va à Londres avec Oliver Twist, mais M. Brownlow et Madame Bedwin sont partis en vacances. Madame Melly et Rose vont à leur maison de campagne avec Oliver Twist. Rose tombe malade et Oliver doit poster une lettre. Par hasard, il rencontre Monks. Plus tard, il re-rencontrera Monks et Fagin. Harry Maylie vient voir Rose.
Harry lui parle de ses sentiments. Rose les rejette car sa mère, à Rose, entacherait celle de Harry. Monsieur Bumble est promu directeur de l'asile d'indigents et s'est marié avec Madame Cornet. Monsieur Bumble et Monks se rencontrent. Bumble lui dit des informations sur Oliver Twist et Monks veut rencontrer la femme qui a assisté au dernier moment de la vieille Sally. Monks vient voir le couple Bumble. Madame Bumble lui remet une alliance et un médaillon qui avait été déposé au mont-de-piété par Sally. Monks les fait tomber dans un puits. Bill Sick, après le cambriolage, a été recueilli par Nancy. Nancy se rend chez Rose. Elle vient l'avertir que Monks veut faire enlever Oliver Twist par Fagin et qu'il veut en faire un voleur. Monks serait le grand frère d'Oliver Twist. Monks veut piéger Oliver car Oliver aurait beaucoup d'argent de par un héritage. Monks pense aussi à soutirer de l'argent à Rose et à Madame Maylie. Oliver Twist rencontre par hasard Monsieur Brownlow et il a son adresse. Rose et Oliver se rendent chez Monsieur Brownlow. Noé et Charlotte, la servante de l'entrepreneur des pompes funèbres, sont en route pour Londres. Ils sont en fuite car ils ont volé le magot de Monsieur Sowerberry. Dans une auberge, ils rencontrent Fagin, qui veut qu'il travaille pour lui. On apprend que le finot s'est fait arrêter et qu'il va être jugé. Nancy veut voir Rose pour lui donner des conseils, mais Fagin et Bill ne la laissent pas sortir et ils la trouvent bizarre. Fagin fait suivre Nancy par Noé. Nancy rencontre Rose et Monsieur Brownlow. Ils veulent mettre la main sur Monks. Noé rapporte la conversation à Fagin. Bill prend la fuite après avoir assassiné Nancy. Monsieur Brownlow a réussi à capturer Monks. Monks avait un père et une mère qui se sont séparés. Son père a ensuite connu une jeune fille avant de mourir. L'héritage est revenu à Monks et à la mère de Monks, et non à la jeune fille qui a quitté son domicile. Oliver Twist est le demi-frère de Monks. Oliver est né d'une union du père de Monks et d'une jeune fille prénommée Agnès. La mère de Monks a brûlé le testament qui léguait la fortune du père de Monks à Agnès et à Oliver Twist pour garder cette fortune pour elle et son fils. Monks aurait remis à Fagin de l'argent pour faire d'Oliver Twist un voleur. Le père d'Agnès avait aussi une seconde fille qui a été recueillie par Madame Maylie et qui s'appelle Rose. Rose est la tante d'Oliver Twist. La plupart des malfaiteurs sont retrouvés sur l'île de Jacob. Fagin est condamné à mort. Rose se marie avec Harry, Monsieur et Madame Bumble sont virés de leur emploi et se retrouvent pensionnaires de l'asile d'indigents. Il existe deux grands mondes, deux espèces de bulles qui ne communiquent pratiquement pas entre elles. Il y a celle des pauvres et celle des riches. Du côté des pauvres, nous avons Oliver Twist, Fagin, Bill Sick, le Finot, Nancy, Noé Claypole, Toby Crackit, Sally et Monks. Du côté des riches, nous avons Monsieur Brownlow, Madame Bedwin, Madame Maylie et sa nièce Rose, Harry, Monsieur Sowerberry et à la rigueur Monsieur Bumble et Madame Cornet. Les personnages du groupe des riches ne se persécutent pas entre eux. Les riches, contrairement à ce que l'on peut croire, dans ce roman, ils aident les pauvres. Ils aident Oliver Twist, ils proposent aussi d'aider Nancy. Les pressions entre les personnages ne se passent qu'à l'intérieur du groupe des pauvres. Il y a les dominateurs et les dominés. Les dominés sont toujours ceux du côté du bien, et les dominateurs sont du côté du mal. Avec Dickens, il n'y a qu'une dualité, le bien et le mal, il n'y a pas d'entre-deux. Le clan des riches et des pauvres est à la rigueur séparé en trois. D'un côté, nous avons les riches, de l'autre côté, on a les pauvres, et au milieu, on a ceux qui s'occupent des pauvres. Il y a une frontière entre les deux clans, riches et pauvres. Les riches ne savent pas ce que font les pauvres, et les pauvres ne savent pas ce que font les riches. Les riches doivent se sentir bien car ils ont aidé les pauvres en leur donnant de l'argent par l'intermédiaire des institutions. Les riches ne savent pas ce que subissent les pauvres. Ce qui se passe à l'intérieur des asiles est cloisonné à l'intérieur. Oliver Twist ne dira par ailleurs jamais aux autres ce qu'il a subi.
Ceux qui sont au milieu sont plutôt du côté des riches, car ils possèdent de l'argent, mais ils sont prétentieux, égoïstes, ils voient la misère des pauvres, mais s'en moquent, ils utilisent tout le pouvoir qu'ils ont. Ils utilisent aussi le fait que personne ne va se pencher sur les existences misérables des orphelins, car déjà ils sont pauvres, mais aussi parce qu'ils n'ont plus de parents. Les hospices s'occupent des pauvres et pourtant ils aimeraient que les pauvres ne soient pas là. Ils ne se préoccupent pas de leur alimentation et de leurs conditions de vie. Certains enfants meurent de faim, de froid ou de maltraitance. Le but de cet établissement est de les envoyer chez des personnes pour soi-disant les prendre en apprentissage. Ils ne font en fait que de s'en débarrasser avec l'espoir que leur nouveau maître les traite tellement mal qu'ils en meurent. Les gens de l'asile ne les assassinent pas directement, mais pour le peu de différence que cela fait, on se demande bien pourquoi ils ne le font pas. Il y a deux sortes de pauvreté. Il y a les pauvres innocents qui ne sortent pas de la pauvreté. Ils se font exploiter, ont à peine de quoi se nourrir. Il y a aussi l'autre classe qui vit dans l'illégalité, qui vole, mais ce n'est pas pour autant que cette classe sort aussi de la misère. Dans ce livre, qui est né miséreux le restera toute sa vie. Il n'y a aucun espoir d'ascension, à part pour Oliver Twist. La pauvreté est à la rigueur acceptée, mais le fait de faire la manche est passible de peine de prison. Le mal se trouve dans les actes que font les petits voleurs, mais aussi dans la façon dont Bumble traite les pauvres. C'est même encore pire. Les pauvres n'ont aucun droit. Les pauvres doivent remercier les riches pour leur soi-disant gratitude. Les pauvres meurent de sous-alimentation, de froid ou encore de maladie. Oliver est un être qui ne pleure jamais, à part une fois chez le croque-mort. C'est un être vide. Il n'a ni joie ni peine. Les événements vont à lui, il ne va jamais à l'encontre des événements. Si un événement arrive à lui, qu'il soit bon ou mauvais, il le laisse aller à lui. Il ne se révolte quasiment jamais, à part quand Noé insulte sa mère et quand il est ramené chez Fagin et qu'il veut appeler la police. Sinon, il ne riposte jamais aux brimades de Noé et aux brimades de M. Bumble. Quand Olivier est dans la maison de ses protecteurs, il ne lui arrive rien. Par contre, dès qu'il en sort, parce qu'on lui a confié une mission, il rencontre de mauvaises personnes ou se fait embarquer. L'intérieur des maisons est toujours rassurant. C'est toujours à l'extérieur que se passent les pires choses. Quand Olivier se fait arrêter par la police, il était en promenade. Quand il se fait kidnapper par Bill, qui le ramène de force chez Vagin, il est en train de ramener des livres. Quand Olivier va poster une lettre pour Madame Maylie, il rencontre Monks. L'extérieur est aussi l'endroit où les individus se font juger, puis le plus souvent condamner. La police ne va jamais dans le repère de Fagin. Aucune personne honnête n'y passe d'ailleurs. La plupart des malfaiteurs se font attraper quand ils sont sur l'île de Jacob. Oliver Twist n'a connu que l'orphelinat et l'asile. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir une mère, un père, une famille ou une maison. Dans son asile, il ne fait que manger son gruau jour après jour et il ne reçoit de personne aucune affection. Juste après sa sortie, il rencontre tout d'abord le croque-mort qui lui apportera tout de même un peu d'affection, par exemple en lui confiant certaines tâches. Après le croque-mort, il rencontre M. Brownlow et Madame Badwin. Il aura aussi un peu d'affection chez Fagin. Il aura un endroit où dormir, à manger, un métier entre guillemets, même si Fagin ne fait que de se servir de Oliver Twist pour qu'il devienne un voleur et ainsi combler le désir de Monks, il lui apporte tout de même des conditions de vie meilleures que dans l'asile. C'est chez Fagin que Oliver Twist rencontrera Nancy qui s'occupera comme elle le pourra d'Oliver Twist. Oliver rencontrera ensuite Rose et Madame Maylie. Oliver Twist débutera sa vie par aucune affection. Ensuite, l'affection deviendra progressive jusqu'à atteindre le point maximal, qui est la fin du roman. À la fin, Oliver Twist a une tante, alors qu'auparavant, il paraissait sans famille. Il est entouré de son nouvel oncle, Harry, de M. Brownlow, de Madame Badwin, du médecin et de Madame Maylie. Oliver Twist sait en fait reconstituer une sorte de famille. À la fin, Oliver arrivera à constituer un vrai petit cercle autour de lui, alors qu'il n'était entouré de personne au début du roman. Oliver Twist a tout de même une chance extraordinaire de reconstituer comme cela sa famille, qui n'a été reconstituée que par des rencontres tout à fait inopinées.
Les gens des bas-fonds se suspectent eux-mêmes. Il y a toujours quelqu'un pour en surveiller un autre. Par exemple, Fachin fait surveiller plusieurs fois Oliver Twist par le Finot et Charlie Bates. Fachin fait aussi surveiller Nancy par Noé. Les gens qui sont surveillés le savent déjà d'eux-mêmes. Nancy surveille aussi les autres pour après rapporter les dires à Rose. Personne ne fait confiance à quelqu'un. On se demande même comment celui qui a envoyé l'espion arrive à croire ce que l'espion a vu ou entendu de l'espionner. Tout le monde se méfie des autres. La plus grande peur est que l'un d'entre eux les dénonce à la police, d'où la nécessité de rester toujours soudés entre eux, de ne laisser personne en dehors du clan où ils pourraient parler. Les femmes sont toujours pleines d'amour pour les enfants. C'est le cas de Nancy, de Madame Bedwin, de Rose et de Madame Maylie. Seules les femmes des orphelinats ne sont pas affectées par l'enfance. Oliver Twist est quelqu'un qui va toujours du côté du bien. Il ne s'en prend jamais à personne, et pourtant, puisque depuis la naissance il n'a vu que ça, il devrait reproduire les mêmes schémas. Oliver Twist est un enfant qui n'existerait pas dans la réalité. Il se situe du côté du bien, alors qu'on ne lui a fait que du mal. Il se dirige toujours vers le bien, même si on devine que quelquefois il ne sait pas ce que c'est. Il n'a reçu aucune morale, aucune éducation, aucune religion semble lui être apprise. Il semble sortir du néant, n'avoir reçu aucune éducation, ce qui donne pas de solution à la question pourquoi fait-il toujours le bien. Il n'a eu aucun exemple dans lequel une personne faisait toujours le bien. Il n'a aussi aucun intérêt à faire toujours le bien, car en faisant toujours le bien, il est battu, il est maltraité, il est considéré comme un objet plutôt que comme une personne, il a faim. Il aurait pu voler pour au moins manger, mais il ne le fait pas. Quand le Finot et Charlie Bates lui apprennent à voler, il ressent un malaise. Il ne sait même pas ce que c'est que le vol, mais il ressent un malaise, ce qui semble assez bizarre. Oliver Twist est un garçon bizarre, car déjà premièrement, malgré tout ce qu'il a subi, Oliver Twist ne semble pas avoir de séquelles physiques. Il a tout de même eu faim, il a eu froid, il s'est fait plusieurs fois tabasser et il est tombé malade plusieurs fois. Deuxièmement, Oliver Twist est bizarre car il choisit toujours le chemin du bien que personne ne lui ait appris la morale. Troisièmement, il semble être capable de tout faire, alors que personne ne lui a appris quelque chose. Il ne sait ni lire, ni écrire, mais pourtant il écrit à Harry. Quatrièmement, Oliver Twist a son nom et son prénom qui ont été inventés. Ce n'est pas un prénom cherché, et son nom ne vient pas d'une famille. Nancy est pour moi le personnage le plus important du roman. C'est le seul personnage un peu plus consistant que les autres personnages du roman. C'est le seul personnage qui décide de faire ce qu'elle va faire. Les actions des riches sont dictées par leur milieu. Une partie des pauvres est exploitée par la seconde partie des pauvres et le reste des pauvres tombe dans le mal. Nancy est quelqu'un qui garde son libre arbitre, qui sait ce qu'elle veut et qui le fera à tout prix. Elle semble être tombée dans le clan de Fagin depuis pas mal d'années. Au début du roman, elle est dans le mal, puis elle bascule dans le bien en prenant la défense d'Olivier et en rapportant les dires de Fagin et de Bill aux oreilles de Rose. Elle devient même tragique quand Bill la tue. Elle aide Olivier alors que rien ni personne ne l'obligeait à le faire. Elle se rappelle que, auparavant, elle était comme lui, elle était aussi une innocente et elle se souvient de comment, à cause de ses fréquentations, elle est tombée dans le mal. Elle fait en sorte que Fagin et ses acolytes n'en fassent pas de même avec Olivier. Ce que fait Nancy comme métier n'est jamais décrit, mais on devine qu'elle doit être une prostituée. Ce n'est jamais aussi vraiment décrit, mais Nancy semble avoir des sentiments pour Bill, et réciproquement. À la fin, Bill la tue, car il a peur qu'elle le dénonce. Cependant, cette mort le pourchasse. Il a tout d'abord le besoin de s'enfuir, et quand il tente de s'évader avec la corde, il voit par une hallucination Nancy, le visage ensanglanté, ce qui lui fait lâcher la corde et se pendre par mégarde. À sa rencontre avec Rose et Brownlow, tous deux lui proposent de l'aider, notamment en l'envoyant à l'étranger. Nancy refuse, elle préfère rester, même si elle se doute qu'on l'a espionnée et des conséquences que cela peut avoir. Elle dit qu'elle est enchaînée à son passé et qu'elle ne peut pas retourner en arrière. C'est d'ailleurs le thème principal du roman. Ceux qui choisissent le mauvais chemin ne peuvent pas retourner en arrière. Ceux qui choisissent le bon le choisissent pour toujours. Les trois compagnons, après avoir longé la ruade, venaient de déboucher sur une place.
Là, le finaud s'arrêta, et, un doigt sur les lèvres, il murmura. Un instant, n'allons pas plus loin. Qu'y a-t-il donc demanda Olivier. Tu vois ce bonhomme là-bas devant la librairie? Oui, de l'autre côté de la rue, il y a un vieux monsieur. Nous allons nous occuper de lui, annonça le finaud. Un gibier de premier choix, ajouta Charlie Bates. Olivier, surpris, les regarda l'un après l'autre, mais il n'eut pas le temps de les interroger. Déjà, le finaud et Charlie Bates traversaient la rue d'un pas souple et glissant. Ils allèrent se planter derrière le vieux monsieur. Olivier les suivait à quelques mètres. Devait-il les rejoindre? Il choisit de faire halte à peu de distance du trottoir, et il se contenta de regarder, mais en ouvrant de grands yeux. Il tressaillit. Que faisait donc le finaud? Il le vit plonger la main dans la poche du vieux monsieur et en tirer un mouchoir. Le finaud passa ce mouchoir à Charlie Bates, puis tous deux détalèrent vers le coin de la rue. Olivier eut comme un éblouissement. Il comprenait enfin tant de choses qui, jusqu'à là, étaient restées pour lui assez mystérieuses. Les mouchoirs, les montres, les bijoux, le rôle joué dans tout cela par Fagin. Cette révélation le terrifiait. Il sentait son sang le brûler, bouillonner dans ses veines. Il resta un instant paralysé par la crainte. Puis, soudain, il s'élança pour rejoindre ses compagnons. Combien de temps avait duré cette scène? À peine une minute. Au moment même où Olivier prenait la fuite, le vieux monsieur eut un geste pour prendre son mouchoir. Naturellement, il ne le trouva pas, mais il vit Olivier qui s'éloignait au galop. Il pensa, voilà mon voleur, et sans lâcher le livre qu'il feuilletait quelques secondes auparavant, il se jeta à la poursuite de l'enfant en criant de toutes les forces. Au voleur, au voleur! Olivier, terrifié, hors d'haleine, le visage en sueur, redoubla d'efforts pour garder un peu d'avance sur ceux qui lui donnaient la chasse. Les cris devenaient assourdissants. Au voleur, arrêtez-le! Enfin, on l'arrêta, on le renversa sur le pavé, et chacun se sentit très fier, comme après un bel exploit. Olivier gisait sur le sol, couvert de boue et de poussière, les lèvres tuméfiées. Il regardait avec terreur les badauds qui se pressaient autour de lui. Le vieux monsieur, arrivé bon dernier, se fraya un passage jusqu'au voisinage de l'enfant. Puis, après avoir répondu aux questions qu'on lui posait de droite et de gauche, il murmura « Pauvre petit, il est blessé. » « Blessé ?» répéta un gros homme qui s'approchait. « Je lui ai donné un coup de poing, et je me suis même écorché les doigts contre ses dents. C'est moi qui l'ai arrêté. » En même temps, il portait la main à son chapeau et souriait du sourire le plus niais du monde. Croyait-il que le vieux monsieur allait lui remettre une récompense? Mais celui-ci se contenta de le toiser avec mépris. Et il fit un mouvement comme pour se retirer. Il n'en eut pas le temps. Un policeman venait à son tour de fendre le cercle des badauds. Il saisit Olivier au collet et lui ordonna avec rudesse. « Allons, toi, debout !» « Ce n'est pas moi, » protesta Olivier avec l'accent du désespoir. « Ce sont deux autres garçons. Ils ne doivent pas être loin. »« Oh si, ils sont loin, » répliqua ironiquement le policeman. « Ne lui faites pas de mal, » demanda le vieux monsieur dont le visage exprimait une profonde bonté. « Je n'ai pas l'intention de lui en faire, » grogna le policeman. Et, pour preuve de sa bonne volonté, il tira sur la veste d'Olivier et la déchira jusqu'au milieu du dos. « Je les connais bien, les gaillards de son espèce, reprit-il, et ce n'est pas à moi qu'on raconte des histoires. Veux-tu te lever, petit scélérat ?» Bien qu'il tînt à peine sur ses jambes, Olivier parvint à se redresser. Le policeman le traîna derrière lui, d'un pas rapide, à travers les rues. Le vieux monsieur marchait près du policeman. Une douzaine de badauds s'acharnaient à les dépasser. Ensuite, il se retournait pour dévisager le coupable. Quelques galopins suivaient le cortège en poussant des hurlements de triomphe.